Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes dans un monde qui se digitalise à grands pas, offrant ainsi des possibilités variées et multiformes d'améliorer notre productivité et nos performances dans tous les domaines. Le monde des transports est aussi fortement impacté par ce phénomène de digitalisation avec un besoin de s'y mettre exacerbé par la crise du COVID-19 que nous connaissons actuellement. La digitalisation des échanges, innovation pour le transport portuaire, maritime et la logistique. C'est le thème de cette webconférence organisée par l'African Port Task Force en partenariat avec l'Office de la marine marchande et des ports de Tunisie, à l'endroit de la communauté portuaire et des acteurs majeurs du secteur portuaire et logistique en Afrique. Je suis Pascaline Odoubourou, fondatrice et rédactrice en chef de www.maritimeafrica.com. J'aurai l'honneur de modérer les différents échanges du jour. L'African Port Task Force est un groupe de travail de coopération des ports africains lancé par Tangemed en juillet 2019 qui vise à créer de la valeur ajoutée grâce au partage de connaissances et d'expériences. Il s'est donné trois missions principales, à savoir soutenir le développement des ports africains en améliorant le partage des connaissances, contribuer à l'élaboration de stratégies de communication dans les ports grâce à des conseils pour la mise en œuvre de pratiques exemplaires de marketing international et pour finir, renforcer les partenariats entre la communauté portuaire en Afrique et le réseau d'affaires international. L'African Port Task Force a aussi pour but d'offrir aux ports africains une occasion de mettre en œuvre les meilleures pratiques grâce à des orientations stratégiques globales. C'est donc pour remplir ces missions et atteindre ces objectifs que l'African Port Task Force organise une série de webinaires dénommés APTF Talk. L'objectif affiché de notre session d'aujourd'hui est de nous permettre d'échanger sur des sujets d'intérêt commun, de découvrir les dernières innovations du secteur en vue de déterminer comment l'autorité portuaire pourrait mieux profiter de la digitalisation et des nouvelles technologies pour renforcer l'attractivité et atteindre les différents objectifs de développement à long terme. Pour ce faire, nous avons programmé 5 différents panélistes de qualité qui nous viennent de l'Office de la marine marchande et des ports de Tunisie, de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, du port de Rades et de la Tunisie TradeNet. Sans plus attendre, je vais passer la parole à M. Ahmed Benis, directeur du développement du groupe Tangemed et secrétaire général d'African Port Task Force pour son mot d'ouverture. Merci Pascaline, mesdames et messieurs, présidents d'associations portuaires tunisiennes et africaines, directeurs généraux, représentants des autorités portuaires tunisiennes, opérateurs du secteur portuaire et logistique, un très grand bonjour à vous. J'espère que tout le monde se porte bien, ainsi que vos proches, durant cette période de crise sanitaire que nous vivons. Il va sans doute de s'enquérir de votre état de santé. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour l'ouverture de ce talk, de cette webconférence. Mais je tiens tout d'abord à remercier les dirigeants de l'Office de la marine marchande et des ports de Tunisie d'avoir accepté d'accueillir cet événement et tout simplement d'avoir participé activement à la réalisation de ce projet qui est déjà un succès, de par la présence des participants et surtout de par la contribution des experts qui vont nous accompagner aujourd'hui. Donc, je tiens à saluer cet engagement, non seulement pour la réalisation de cet événement, mais aussi en tant qu'acteur majeur au sein de l'African Port Task Force. Merci encore une fois à l'OMMP.
Malheureusement, nous ne pouvons pas être ensemble en personne aujourd'hui, mais nous utilisons aussi le meilleur de cette technologie pour échanger nos points de vue, notre expérience sur des sujets assez importants. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des panélistes d'avoir répondu présent et d'avoir accepté notre invitation. Ils vont partager avec nous leur expertise, leur vision sur un sujet qui n'est pas des moindres, à savoir la digitalisation des échanges, innovation pour le transport portuaire, maritime et la logistique. Et j'en profite aussi pour saluer chaleureusement l'audience qui nous suit, non seulement nos frères tunisiens, mais également les participants de différents pays africains qui nous suivent aujourd'hui, non seulement via la plateforme Zoom, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je tiens aussi à préciser auprès de notre audience qu'ils peuvent aussi interagir avec les intervenants lors de la session des questions-réponses et dans l'onglet prévu à cet effet dans notre application. Notre webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une dynamique qui a été initiée, comme l'a précisé Pascaline tout à l'heure, par Tangemed en 2019 avec la création de l'African Port Task Force, qui réunit aujourd'hui les principaux ports africains, donc plus d'une quarantaine de ports africains contribuent aujourd'hui à cette initiative. Et c'est en effet un groupe de travail, un espace de coopération qui permet aujourd'hui de créer de la valeur ajoutée grâce à ce partage d'expériences et le renforcement des capacités, qui est notre objectif le plus important au sein de la Task Force. Donc, aujourd'hui, notre action s'inscrit dans le cadre de la promotion de cette collaboration soutenue entre les membres de la communauté portuaire africaine. On souhaite également renforcer les partenariats entre les membres de cette communauté et ainsi que donner accès à un réseau d'affaires et d'experts internationaux. Et puis, surtout, faciliter la mise en réseau des ports africains et promouvoir les initiatives conjointes au niveau continental et mondial. L'initiative de l'APTF Talk, donc de cette série de webinaires, est d'échanger régulièrement avec la communauté portuaire africaine et l'écosystème logistique dans le but d'identifier les besoins des opérateurs, répondre à leurs attentes et nous aligner sur les standards internationaux, promouvoir des activités et des initiatives ayant connu un grand succès au niveau continental. Donc, c'est la conférence d'aujourd'hui qui est organisée en collaboration avec l'Office de la marine marchande et des ports tunisiens. On est une parfaite démonstration. Aujourd'hui, les autorités portuaires africaines doivent s'investir de nouvelles fonctions et être à la fois chef de file pour le déploiement de nouvelles initiatives ayant recours aux nouvelles technologies. Et la crise du Covid-19 a incité les ports à mettre la digitalisation au premier plan de leurs préoccupations. Les nouvelles technologies seront sans doute plus que jamais considérées comme des atouts clés pour le développement d'un port et à travers le Port Community System comme outil principal. Donc, l'utilisation du Port Community System permettrait non seulement un échange et la valorisation des données avec les acteurs de cet écosystème, de l'écosystème portuaire, mais représente également une double opportunité pour l'autorité portuaire. D'abord, en lui permettant d'incarner de nouveaux rôles, celui de catalyseur d'initiative, de coordinateur territorial et économique, mais aussi en profitant rapidement des retombées technologiques et économiques ainsi qu'environnementales, surtout qu'on a un objectif environnemental qui est très noble, celui du zéro papier. Donc la digitalisation peut donc représenter un levier de croissance pour les ports africains, mais l'implication de tous les acteurs de la zone portuaire s'avère indispensable. Et il faut une forte volonté conjointe qui intègre l'ensemble des acteurs pour que ces initiatives obtiennent des résultats probants. Donc pour ce faire, et sans plus tarder, je souhaiterais surtout insister sur les actions principales qu'il faudrait peut-être considérer dans le déploiement de stratégies qui ambitionnent une digitalisation de plus en plus avancée. D'abord, la mise en place d'une feuille de route adaptée au contexte local qui permet un déploiement progressif des standards internationaux, donc customisés, adaptés et ajustés selon le contexte local.
Deuxièmement, c'est l'harmonisation des données afin de faciliter l'intégration des échanges avec les acteurs de la communauté portuaire, notamment harmonisation des données avec la douane, avec les organismes de contrôle, ainsi qu'avec les autres systèmes d'information dont disposent les différents opérateurs. Troisièmement, c'est une introduction progressive des différentes fonctionnalités du Port Community System. Il n'est pas nécessaire de tout de suite venir avec la Rolls-Royce des Port Community System, mais développer progressivement les fonctionnalités avec comme principal focus la sécurisation des plateformes d'échange de données avec les différents partenaires. La sécurisation étant aussi un élément assez important et je suppose que les différents intervenants vont élaborer plus ce sujet-là. Quatrièmement, c'est le renforcement des coalitions et des partenariats avec les parties prenantes, notamment la douane, les transitaires, les organismes de contrôle. Et tout cet exercice ne peut être réalisé sans une implication très forte du capital humain dans cette transition technologique à travers la mise en place d'un programme de formation renforcé et dédié aux différents acteurs concernés. Donc, mesdames et messieurs, nous nous dirigeons aujourd'hui vers un avenir à zéro papier, une révolution digitale, un temps de transit qui est de plus en plus réduit, une libération de plus en plus rapide des marchandises et des cargaisons, et une meilleure gestion de flux avec un suivi, avec un tracking, avec de la traçabilité, et tout ça avec une ambition de renforcer la position économique des ports africains, et surtout que les opérateurs du système communautaire portuaire contribuent à la création de la valeur ajoutée, la compétitivité logistique, ainsi qu'un renforcement du commerce régional et international d'une manière plus optimale. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente webconférence et je remercie encore une fois mes frères tunisiens d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Benis, pour ce mot d'ouverture. Notre invité d'honneur est Monsieur Mahmoud Bouziri, officier principal de première classe de la marine marchande du corps des personnels spécialisés de la marine marchande de Tunisie. Il a été du 9 mai 2013 jusqu'au 29 avril 2020 désigné au poste de secrétaire général de la Société tunisienne d'accollage et de manutention. Monsieur Bouziri est depuis le 30 avril passé président-directeur général de l'Office de la marine marchande et des ports de Tunisie. Monsieur Bouziri, merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce matin, malgré votre emploi du temps sûrement chargé. Vous avez la parole pour votre mot d'ouverture. Merci beaucoup, Madame Pascaline. Monsieur Ahmed Benis, secrétaire général de l'African Port Task Force, Mesdames, Messieurs, chers collègues et confrères des différentes structures portuaires et maritimes africaines. Je voudrais tout d'abord remercier le groupe APTF pour son effort incontestable quant à la coordination entre les différents opérateurs africains en vue d'assurer l'échange d'expériences et l'amélioration de la compétitivité de l'activité portuaire. Aujourd'hui, l'Office de la marine marchande et des ports tunisiens est en association avec ce groupe pour animer ce webinaire intitulé « La digitalisation des échanges, innovation pour le transport portuaire, maritime et la logistique ». C'est un honneur pour moi, mon pays, qui croit fermement dans l'importance des échanges d'expériences et des meilleures pratiques parmi la communauté portuaire, spécialement dans cette nouvelle conjoncture internationale de Covid-19. Il s'avère très important de recentrer nos priorités. En effet, cette pandémie n'a fait qu'accroître le besoin déjà urgent pour la Tunisie de passer à l'ère de la digitalisation et la dématérialisation des prestations portuaires, maritimes et logistiques. Les vertus des technologies d'information pour le transport maritime sont largement connues et reconnues. Les experts du secteur s'affairent à répéter à longueur des colloques que le secteur est un excellent candidat à la numérisation en raison du nombre important d'acteurs de papier et de documents manipulés, des mails échangés, de contrôles effectués par différents organismes
tout au long de la chaîne logistique et de temps équivalent jour-homme consenti pour traiter administrativement le nombre important de conteneurs d'un navire dépassant parfois les 20 000 EVP et ainsi suivre la recherche de l'économie d'échelle relative aux nouvelles technologies. Depuis le début de cette année exceptionnelle 2020, le Covid a révélé le nombre d'aléas qui peuvent survenir sur une chaîne logistique. On a réalisé à quel point le digital est important dans ces moments de crise où il y a beaucoup de choses à gérer. Les problèmes se résolvent de manière plus fluide et plus réactive et même proactive avec des décisions plus affûtées et rationnelles quand un aléa est identifié par un des acteurs de la chaîne et que cette donnée est partagée en temps réel par l'ensemble des acteurs. Mesdames, Messieurs, certes, la plupart de nos pays ne disposaient pas de ressources budgétaires suffisantes pour répondre à ces défis comme les pays riches. Ces ressources qui leur permettraient d'atténuer les efforts de la pandémie, mais nous allons devoir innover et trouver le génie de nos élites et le talent de notre jeunesse à leur rescousse. Cette crise sanitaire est une tragédie humaine car elle a provoqué la récession la plus grave de notre époque. Mais contrairement aux autres crises, elle aura une date d'expiration, on espère, Inch'Allah. C'est pourquoi je pense qu'il y a encore plus de raisons positives pour agir ensemble. Je pense aussi, et j'y crois fermement, en notre solidarité, notre union et notre collaboration mutuelle, car nos destins, comme notre histoire, sont les mêmes et nos avenirs aussi. L'Afrique a encore un champ d'innovation important pour améliorer les process et apporter de la valeur ajoutée à nos institutions. La digitalisation va nous emmener sans doute vers la simplicité, la transparence, la rapidité, l'amélioration de la qualité des services portuaires et l'automatisation. Je suis convaincu qu'elle va tirer notre secteur vers le haut avec des profils plus qualifiés et contribuer à améliorer l'attractivité de nos métiers que nous aimons et que nous défendons corps et âme. Sur ce, je déclare ouvert ce webinaire et je cède la parole à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mahmoud Bouziri. Voilà qui est dit et qui plante le décor pour les interventions de nos différents panélistes. Nous allons donc, pour commencer, recevoir Monsieur Dominique Chantrel, gestionnaire de programme à la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Monsieur Chantrel, quelles sont les grandes actions à entreprendre pour le déploiement progressif des standards internationaux en matière de digitalisation portuaire? Aussi, parlez-nous des développements futurs au niveau mondial, Industrie 4.0, blockchain. Monsieur Chantrel, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Merci Pascaline, merci à l'OMMP au Maroc et puis à l'APTF de m'avoir invité pour cette conférence. Je vais commencer par juste vous indiquer ce que fait la CNUSED au niveau portuaire dans le monde et puis je vais venir répondre à vos questions, Pascaline. À la CNUSED, nous avons un programme qui existe depuis une vingtaine d'années qui de renforcement des capacités de formation aux métiers portuaires, je dirais à la communauté portuaire, pas juste au port. Et c'est un programme qui fonctionne en français, en anglais, en espagnol, et qui va de la Malaisie au Pérou, en passant par les petits pays comme dans les Caraïbes, Haïti, chez les francophones et la République dominicaine. Alors, vous voyez sur ma carte, par exemple, que la Tunisie
a été à un moment membre du programme. Donc, c'était maintenant il y a un certain temps, c'était de 2004 à 2006, juste pour vous introduire les choses. Passons maintenant à ce qui nous intéresse. La transition numérique dans les ports. Pour nous, il y a 4 étapes. La première étape, c'est le port isolé. Donc, à la base, ça veut dire quoi? C'est que le port dispose, par exemple, du système de comptabilité et de paye pour le personnel, mais n'est pas ouvert sur l'extérieur du port. Donc ça, c'était, on va dire, dans les années 80-90. Et on est très rapidement venu à un port communiqué, c'est-à-dire où on a introduit des relations avec certains clients ou partenaires du port, en particulier, on va dire, le gouvernement et les douanes. Et puis, on a commencé petit à petit à intégrer un certain nombre de chargeurs, les gros clients du port. Et tout ça est arrivé au fait qu'il fallait créer un moyen de communiquer entre les différents systèmes qui étaient complètement indépendants du port, de la douane et des autres opérateurs. Donc, c'est là qu'a été créé l'EDI et l'EDIFACT, un système de communication, de messages communs pour que les gros systèmes informatiques de chaque entité puissent parler ensemble. Et très vite, on est arrivé à la troisième étape, où là, on a commencé à penser au guichet unique. Donc, il y a plusieurs types de guichets uniques. Il y a le guichet unique, évidemment, du commerce extérieur. Mais certains ports ont dit, ah, mais le guichet unique, c'est aussi quelque chose qui doit être utile pour nous. On doit aussi l'implémenter au port. Et c'est là qu'on a aussi commencé à créer les Port Community Systems, où maintenant l'information ou les échanges qui se fait entre les différents organes ou entités qui travaillent avec le port puissent se faire par l'utilisation d'un système commun. Et là, on arrive de nos jours à un système, on dit, est-ce que ce système commun, il doit être dans le port, il doit être une entité indépendante qui le gère, il doit être dans le cloud, dans les nuages? Est-ce qu'il est blockchain? Donc, il y a un certain nombre d'étapes pour avancer dans ce niveau 3, pour arriver à des systèmes très ouverts, on va dire, qui nous amènent à la dernière génération, qui est la 4e étape, où le système portuaire est entièrement connecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que chaque conteneur a son propre capteur qui dit où est-ce qu'il est dans le port, qui est aussi lié au connaissement et à l'ensemble des documents relatifs à qu'est-ce qu'il y a dans ce conteneur. La douane a accès à ces informations, les phytosanitaires aussi. La facturation se fait pratiquement automatique si tout ça fonctionne bien. Et avec ça, c'est aussi le moyen de créer de la valeur ajoutée pour les ports ou pour la communauté portuaire par rapport à la marchandise qui rentre et qui sort du port. Donc, pour moi, ça, c'est vers où on tend et vers, qu'on le veuille ou pas, on va y aller. Mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Je vais passer juste à un autre tableau de bord pour dire, on retrouve les entités portuaires standards, le tableau de bord de la direction générale, les alarmes, et puis on s'aperçoit de plus en plus qu'on a besoin de stocker de plus en plus d'informations. Avant, l'ensemble de ces informations devient des métadonnées ou des groupes de données, et on arrive à un moment où, grâce aussi au paperless dont on a parlé tout à l'heure, le zéro papier, on a un ensemble de données d'informations qui arrivent et qui rentrent dans le port ou dans la communauté portuaire, auxquelles il faut mettre en place des applications. Si vous regardez par exemple les gens comme DHL, vous pouvez suivre un colis en permanence, quelle que soit sa position dans le monde, à un temps T, vous savez où est le colis, qu'il soit sur un bateau, sur un container, sur le quai, sur un camion, sur les rails ou dans l'avion. À un moment donné, le client directement peut avoir accès en temps réel où est mon paquet ou mon container. C'est des informations que l'ensemble de la communauté portuaire doit
aussi utilisés pour mettre en valeur leur efficacité ou la façon dont ils travaillent. Alors, tout ça ne va pas sans mal. Il faudra aussi penser aux problèmes de cybercriminalité, penser à comment on gère tout ça et comment est-ce qu'on est bien outillé pour que tout ça se passe dans un meilleur monde. On voit depuis 2 ou 3 ans que même les grands groupes de transport internationaux se font attaquer régulièrement. Et ce n'est pas toujours simple de remettre en place le système informatique de ces grosses entreprises. Donc, pour un port ou pour un pays, ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on regarde de près et qu'on s'attend à se préparer pour mieux s'équiper contre ça. Et en même temps, si je regarde ma ligne du bas, on a tout d'un coup d'autres choses qu'on regarde, qu'on ne regardait pas forcément jusqu'à présent. Je prends mon premier point, les capteurs. Donc, je vais parler tout à l'heure des capteurs qu'on pouvait mettre sur les containers, mais il y a aussi des capteurs qui vont être sur les grues, sur les tracteurs, sur les camions, qui vont en permanence regarder l'état du camion ou de la grue, qui va dire « Ah, j'ai fait tant de mouvements, j'ai fait tant de fonctions, il va être temps que je commande une pièce pour ma maintenance. » Et il n'y a presque plus besoin de l'humain pour faire ça. La machine est capable de dire j'arrive à une usure qui fait que j'ai besoin de remplacer tel ou tel équipement. Et en fait, de plus en plus, on retrouve ces capteurs un peu partout dans tous les outils qu'on peut trouver dans le port, mais dans notre vie commune aussi. Et de plus en plus, on va avoir des équipements qui vont pouvoir commander eux-mêmes leurs pièces détachées. Ça veut dire qu'il faut que derrière le système informatique du port gère ça, puisqu'il y a quand même une facturation de tout ça. À un moment ou à un autre, il y a des taxes, il y a de la logistique pour faire venir tout ça. Mais de plus en plus, on va avoir on va dire une robotisation des choses et les machines vont parler à d'autres machines pour se réparer, se maintenir et être opérationnelles. Ça va aussi être le moyen de se connecter aussi avec la ville ou avec les problèmes de trafic routier. Si je prends l'exemple, par exemple, de Kobe au Japon, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'ils n'ont pas de parking pour les camions à l'entrée du port. Pourquoi? Parce que le port, comme dans beaucoup de ports africains, est dans la ville. Et les camions, c'est un souci qu'on trouve beaucoup dans tous les ports du monde et en particulier en Afrique. Quand est-ce qu'il est temps que le camion vienne au port, déposer son conteneur ou prendre sa marchandise et reparte le plus vite possible? Donc, ces systèmes de capteurs et de programmation avancée permettent au Japon, à un camion qui est à plus de 100 km du port, de savoir quel jour, à quelle heure il doit partir pour être au port le bon jour pour que dans la même journée, le conteneur soit mis sur le bateau et parte. Tout ça a un intérêt, c'est que le camion, du coup, il n'est plus en attente à l'entrée du port, il n'est plus dans les parkings, le conteneur, il perd plus du temps à être entreposé sur le port et on augmente la fluidité du trafic avec des systèmes comme ça. Donc, c'est des choses auxquelles il faut qu'on pense. Il ne faut pas rester qu'au niveau maritime, mais penser aussi aux problèmes terrestres. Je voulais vous donner quelques exemples de systèmes de communauté portuaire. Alors, elles sont très variables dans les fonctionnalités, ce qu'elles sont capables de faire, et aussi comment elles sont connectées aussi bien au niveau local ou au niveau international. Si je prends celui que je considère le plus avancé à ma connaissance, c'est PSA et Singapour, qui a déjà intégré, par exemple, tout ce qui est blockchain dans l'ensemble de son système de gestion. Donc, à leur avantage, ils ne gèrent que des containers. Donc, ils n'ont pas un port qui doit faire d'autres choses que du container, ce qui est plus facile que des ports qui font aussi du vrac et aussi d'autres types de marchandises. Mais si on s'arrête juste aux containers, donc ils sont très avancés dans leur système informatique. Mais ça veut dire aussi que derrière, il y a une législation qui existe dans le pays
Il y a par exemple la signature électronique, elle n'est pas encore opérationnelle dans tous les pays d'Afrique, si je prends juste cet exemple-là, et qui va ralentir le zéro papier. Il faut que la législation dans le pays suive aussi pour que toutes ces opérations soient encadrées et fonctionnent correctement. Mon slide suivant, c'était aussi, il veut pas, voilà, c'était aussi de vous parler des guichets uniques. Et comme pour les Port Community Systems, le guichet unique, il est à géométrie variable. Et chaque pays, dans un sens, c'est normal, puisqu'il doit s'adapter au pays et à la façon de travailler dans le pays. Si je prends, par exemple, celui du Maroc, Portnet, il est complètement intégré du ministère des Commerces, le port et les autres opérateurs. Donc, quelque part, le Port Community System, le Portnet, c'est pratiquement la même chose au Maroc. Donc, ils ont réussi à intégrer tout ça. Comment on intègre tout ça? Ce n'est pas un problème informatique à la base, c'est un problème de ressources humaines. Il faut que tous les acteurs soient motivés, voient leur intérêt dans ce système-là et s'associent au développement du système pour qu'il soit le plus performant possible. En même temps, il ne faut pas faire une machine à gaz. Il faut commencer par ce qu'on sait faire et intégrer petit à petit des modules pour intégrer, par exemple, les armateurs, pour intégrer les différents clients que vous avez dans le port, intégrer le phytosanitaire, les douanes. Tout ça se fait petit à petit. Il ne faut pas penser qu'on va tout faire d'un coup. Ensuite, on essaye d'avancer, de le faire évoluer et d'aller vers un système intégré qui soit reconnu au plus haut niveau national, je dirais, et qui soit boosté par les opérateurs qui disent oui, on a besoin de ce système-là, il doit être transparent, il doit nous dire à quoi, il doit nous permettre de voir l'acheminement de nos produits et le rendre le plus efficace possible. J'ai perdu ma souris, là voilà. Voilà, je voulais terminer par vous dire que vers où on va. Alors, ça dépend de quel côté on regarde. Mais en fait, on va vers un système, par exemple, où l'ensemble des ports doit de plus en plus s'intéresser au gaz liquide naturel parce que l'OMM a mis en place des réglementations à partir de 2030 où les bateaux devront être moins polluants et qu'on va sans doute s'orienter vers le gaz liquide naturel. Ça veut dire que vos ports doivent aussi s'adapter à ça et avoir des quais qui correspondent aux critères de sécurité pour accueillir ce type de navire. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir aussi penser peut-être à avoir la possibilité de ravitailler ces bateaux pour service ajouté que le port pourrait leur donner. Dans le même ordre de grandeur, on trouve aussi maintenant de plus en plus de bateaux qui demandent à être connectés physiquement la prise électrique sur les quais. Donc, on a commencé à faire ça avec les bateaux de croisière, mais ça va venir certainement aussi avec les bateaux de transport de marchandises, où il va falloir que les quais puissent avoir des prises électriques pour, quand le bateau est à quai, le bateau soit branché électrique sur la prise électrique du port. Donc ça veut dire que derrière, il faut avoir des installations électriques qui vont devoir gérer tout ça. Et on va voir en même temps là-dedans qu'il va falloir gérer les capacités électriques des ports. On voit de plus en plus, par exemple en Europe, de ports qui produisent eux-mêmes leur électricité, qui utilisent la production de leur électricité pour faire de l'eau chaude, pour utiliser pour l'industrie, mais aussi pour certains bateaux qui ont besoin de cette eau chaude. Donc, on voit un système intégré qui rend service aux bateaux, mais qui rend service au port et qui réutilise les énergies qui pourraient être perdues dans certains cas.
Donc, il faut aussi penser au niveau énergétique, comment on peut récupérer de l'énergie, par exemple, des entreprises, ou comment on va générer de l'électricité, comment on peut réutiliser ça aussi bien pour les entreprises locales que pour le côté maritime. Après, là, je vous ai mis une photo avec les bateaux qui sont contrôlés à distance. Actuellement, il y a un des soucis, c'est justement que la Convention SOLAS ne permet pas d'avoir des bateaux sans équipage. Donc, d'un côté, on pousse pour avoir les équipages soit à distance, soit que les bateaux deviennent presque autonomes, comme on commence à voir des voitures autonomes. Et ben, on pense au système portuaire où on risque aussi d'aller vers ces systèmes autonomes. Vous avez déjà un certain nombre de ports qui ont leur portique autonome, qui ont leur tracteurs sur les quais qui sont autonomes. Et donc, on s'aperçoit que de plus en plus, le personnel ne va plus être sur le quai, mais dans les bureaux et dans la gestion de cet ensemble de choses. Et il faut former les gens pour faire ça. Il faut former les gens pour gérer ces équipements, pour produire et développer ces équipements. Donc, il faut penser aussi à cette génération de personnes qui va être beaucoup plus dans les bureaux pour faire des tâches qui, à la base, étaient, par exemple, les dockers qui étaient sur les quais. Maintenant, le docker qui est grutier, il va être dans un bureau, derrière son ordinateur, avec un joystick, comme s'il jouait aux jeux vidéo. Donc, il faut aussi former ces gens pour venir là. Voilà, je vais terminer ma présentation par vous dire que, bon, à la CNUSED, on produit un certain nombre de documents qui couvrent l'ensemble des métiers portuaires, mais en particulier, donc, dans notre programme portuaire, on a chaque année une publication qui indique les meilleurs exemples dans certains domaines qui sont mis en place dans les ports, en particulier dans les ports africains. Et puis, un certain nombre d'autres publications, comme la revue maritime, qui est une revue annuelle. Et on a aussi mis en place des indicateurs portuaires, parce qu'on s'est aperçu que actuellement, les indicateurs qui existent, si je prends ceux de la Banque mondiale ou d'autres indicateurs, ils se font au niveau d'un pays, mais on n'a pas d'indicateur au niveau du port. Et donc, à la CNUSED, on a réfléchi avec nos ports membres de définir un certain nombre d'indicateurs de performance dans le temps et pouvoir se comparer avec les moyennes des voisins. Et nous avons mis en place ça depuis 5-6 ans maintenant, et c'est en train de se développer et s'ouvrir à d'autres ports. Voilà, sans oublier l'indice de connectivité des transports maritimes que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la CNUSED dans la section statistiques. Voilà, je vous remercie et puis je vous redonne la parole, Pascaline. Si vous avez des questions, ça va avec plaisir que je répondrai. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Chantrel, pour ces éclaircissements. Concernant les questions, j'en ai deux. C'est de savoir quelles sont les grandes actions à entreprendre pour le déploiement progressif des standards internationaux en matière de digitalisation portuaire. Aussi, parlez-nous un peu du développement futur au niveau mondial, à savoir l'industrie 4.0, la blockchain. Okay, merci Pascaline. La digitalisation, je dirais que de toute façon, elle a déjà commencé. Peut-être que la génération des gens qu'on est actuellement dans ce webinaire, on n'est pas né avec le téléphone portable, mais si on prend nos enfants, un écran pour eux, il doit être tactile. Un écran qui n'est pas tactile, pour eux, ça n'existe pas. Donc, dans la nouvelle génération, les technologies sont déjà intégrées dans leur mode de fonctionnement. Maintenant, il faut que nos ports ou nos communautés portuaires s'y adaptent en partant de l'existant. Il ne faut pas faire table rase de ce qu'on a, il faut partir de l'existant et voir comment on peut avancer, comment on peut rendre le système plus ouvert. Quand je dis, on parle de plus en plus de blockchain, par exemple.
qu'est-ce que ça veut dire pour le port? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre en cause l'ensemble des activités ou de la façon dont le port gère l'informatique. Il faut juste que petit à petit, le système portuaire qui est déjà existant dans le port soit de plus en plus ouvert à ces technologies de blockchain. De toute façon, vous avez de l'autre côté les armateurs qui, eux, poussent beaucoup pour ça et qui, pour des raisons de traçabilité, de facilitation du suivi des dossiers, des documents, sont complètement partants pour aller dans du blockchain de tout ce qui est facilitation du commerce. Ça veut dire que le port doit de plus en plus ouvrir son système informatique à ces choses-là et faire en sorte que le système qui existe puisse évoluer et s'ouvrir sur ces technologies. Après, les développements futurs. On sent qu'on est à l'heure d'une nouvelle révolution de la digitalisation. On n'en est encore qu'aux prémices. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, l'idée qu'une grue s'auto-entretient en commandant elle-même ses pièces détachées ou ses heures de maintenance, pour l'instant, ça peut paraître un peu surréaliste, mais on est en train d'y venir. On est en train de venir à des systèmes où les machines, ils ont leur cahier des charges et leur fonctionnement normal, et ils vont être capables de dire « Ah tiens, tout d'un coup, j'ai besoin de plus d'énergie pour faire tel mouvement, c'est que je dois avoir une poulie ou une partie de son système qui ne marche plus bien. » Donc, avant même de tomber complètement en panne et même quelque chose qui ne se voit pas et l'œil nu, la machine va être capable de dire « Je sens que ça devient difficile pour moi à ce niveau-là, je vais devoir me réparer. » Et je pense que c'est vers ce genre de choses qu'on va tendre. De l'autre côté, si on parle au niveau des containers, on sent que voilà, le client il veut savoir où il est son container en temps réel, en permanence. Et le port doit s'adapter à ça. Il n'a pas le choix. Ça fait partie des choses que… Donc, dans le passé, un certain nombre de ports se cachaient disant « Oh, c'est secret tout ça, c'est des données qui sont propres à notre port. » Et si vous regardez des sites web comme Trafic Marine, vous avez l'ensemble des mouvements des bateaux dans le monde en permanence, en temps réel. Vous pouvez savoir la jauge du bateau, combien de tonnes il a déchargé ou chargé en restant dans votre bureau. Donc, l'information, elle est déjà globale. Donc, autant que le port communique dessus, montre qu'il est transparent, qu'il utilise les choses correctement, et parce que quelque part, on pourrait avoir l'information par d'autres sources. Donc, je dirais que les ports doivent s'ouvrir et comprendre que c'est dans ce monde-là qu'on vit et qu'il faut qu'on s'adapte pour ne pas se retrouver en marge par rapport au port voisin qui pourrait être le concurrent. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Pascal. Merci beaucoup, Monsieur Chantrel, pour ces éclaircissements. Nous allons passer sans plus attendre à la diffusion d'une mini-vidéo de présentation des ports de l'OMP. Mais avant cela, je tiens à souligner que nous avons plus de 100 participants qui nous suivent de la Tunisie, du Maroc, de la Côte d'Ivoire et de plein d'autres pays. Merci. Développement et optimisation de l'infrastructure et de la gestion portuaire. Au cours de cet exposé, nous présenterons les 4 axes comme suit. Présentation générale, chaîne portuaire et ses limites, développement et optimisation de l'infrastructure portuaire, optimisation de la gestion portuaire, le nouveau port aux eaux profondes, le port Nfida. La marine marchande des ports, OMMP, est un établissement public doté de l'autonomie financière et de la personnalité civile. L'OMMP est chargé d'exercer 2 attributions fondamentales. En tant qu'autorité portuaire,
le fonctionnement, l'entretien et le développement des ports de commerce tunisiens. En tant qu'autorité maritime, l'OMMP assure les attributions de l'autorité de l'administration des navires, des gens de mer et de la sécurité maritime. Le transport maritime constitue un levier de croissance pour l'économie nationale, avec 98% des échanges extérieurs, transitant par la mer dont 85% avec l'Europe. 18 professions maritimes et portuaires et 500 entreprises opèrent dans le secteur. Le volume total du trafic à travers les 8 ports maritimes de commerce tunisiens a atteint 30,7 millions de tonnes en 2018. La chaîne portuaire tunisienne, qui s'étend sur une côte de 1300 km, est composée de 8 ports de commerce ouverts au trafic international et qui disposent d'une position géographique stratégique avec une façade maritime exceptionnelle, une position idéale pour desservir rapidement le bassin méditerranéen. Une liaison aux grandes voies routières, autoroutières et ferroviaires. Un réseau de ports décentralisé au service du développement économique régional. Port de Bizerte, dominé par le trafic pétrolier, il assure 17% du trafic portuaire et composé de 2 sites, Bizerte et Manzil Bourguiba. Le site de Bizerte, comprenant les quais de commerce d'une longueur de 520 mètres et de 4,7 hectares de terre-plein, et de quais spécialisés d'une longueur de 720 mètres. Le port offre des profondeurs de 10 mètres et le site de Manzil Bourguiba, comprenant un chantier naval et un quai de foulève. Le port de Bizerte est handicapé par la limitation des espaces disponibles pour le stockage des conteneurs, la détérioration des terre-pleins du port, l'enclavement du port par la ville, côté nord et sud du canal, le manque de réserves foncières pour le port, lui permettant d'évoluer. Un trafic maritime rythmé par l'ouverture du pont mobile, qui entrave l'accès libre à tous les moments, aux différents quais du port. Port de la Goulette, spécialisé dans le trafic des passagers et des croisiéristes. Il assure 6% du trafic portuaire et doté d'un linéaire de quai d'une longueur totale de 1100 mètres avec une gare maritime d'une capacité de 1500 voitures et dispose aussi d'un terminal croisiériste de 660 mètres de quai et offrant une profondeur moyenne de 10 mètres. Le port de la Goulette souffre de congestion permanente des terre-pleins et hangars. Séjour excessif des engins usagés, importés par les Tunisiens résidant à l'étranger. Séjour prolongé des remorques, dont la marchandise est destinée à la consommation. Dans le même bassin, le port de Radès, spécialisé principalement dans le trafic des conteneurs et unités roulantes, et assure 20% du trafic maritime, composé de 2 terminaux, le terminal à conteneurs et unités roulantes avec 7 postes à quai de 1100 mètres de longueur et de 50 hectares de terre-plein, permettant de recevoir des navires de 1000 EVP, et les quais spécialisés d'une longueur de 600 mètres, linéaires pouvant recevoir des navires allant jusqu'à 30 000 tonnes. Les défaillances de Port de Radès portent essentiellement sur le croisement de flux et d'opérations entre conteneurs et unités roulantes, absence d'une deuxième issue terrestre au port, le manque de réserves foncières pour le port lui permettant d'évoluer. Port de Sousse a assuré 9% du trafic portuaire et il traite le trafic de divers. Il offre un linéaire total de quais de 1000 mètres et 11 hectares de terre-plein avec une profondeur moyenne de 8,5 mètres. Le port de Sousse souffre de congestion des aires de stockage, inexistence de grues portuaires, voies de desserte routière encombrées, largeur de la passe d'entrée au port insuffisante, croisement flux navires de commerce avec ceux des navires de pêche et de plaisance, sur l'exploitation des quais et terre-pleins suite au développement de l'activité conteneur. Port de Sfax, port polyvalent a assuré en 2018 16% du trafic portuaire. Il offre 15 postes à quai d'une longueur de 2700 mètres et 17 hectares de terre-plein avec une profondeur de 10,5 mètres. Le port de Sfax est handicapé par la congestion des aires de stockage à la rive sud, dédiées aux conteneurs et marchandises diverses. Voies de desserte routière encombrées, pas de réserve foncière. Croisement, flux, navires de commerce avec ceux de navires de la Sonotrac et la Marine nationale. Port de la Srira, port pétrochimiquier,
a assuré en 2018 19% du trafic portuaire. Il est constitué d'un poste pour l'acide phosphorique de 150 mètres de longueur et d'une profondeur de 8,7 mètres et 2 postes pétroliers de 300 mètres de longueur et d'une profondeur de 15 mètres. Ils peuvent accueillir des navires pétroliers de 120 000 tonnes. Le port de Srira connaît une défaillance d'ordre institutionnel, puisque les efforts entrepris n'ont pas abouti à la signature d'un contrat de concession d'exploitation du port entre l'OMMP et la société Trapsa. Après l'expiration du contrat précédent entre l'État tunisien et la société depuis 2008 et la suspension depuis 2016 de l'étude du plan directeur et la réalisation de nouvelles installations portuaires. Port de Gabès, port industriel et chimiquier, qui assure 10% du trafic portuaire. Le port de Gabès offre un linéaire de quai d'une longueur totale égale à 1725 mètres et 17 hectares de terre-plein, avec une profondeur allant de moins 10,5 à moins 12,5. Le port de Gabès souffre essentiellement de la pollution. Absence des lignes maritimes régulières pour le transport des conteneurs. Exploitation des navires gaziers adjacentes aux navires céréaliers. Absence de réserves foncières. Port de Zarzis. Port pétrolier. Exportation du sel. Et récemment le trafic des passagers. Il assure 4% du trafic portuaire. Le port de Zarzis offre un linéaire de quai de 685 mètres avec 28 hectares de terre-plein et une profondeur de 10,5 mètres. Le port de Zarzis souffre de l'absence de lignes régulières, d'un problème d'ensablement, nécessitant les opérations de dragage régulières et coûteuses pour maintenir la profondeur du chenal d'accès et du bassin, et l'interférence de gestion de terre-plein à l'intérieur de l'enceinte portuaire avec le parc d'activités économiques de Zarzis. Diagnostic sommaire des limites de la chaîne portuaire. Les ports maritimes de commerce tunisiens sont les ports de première génération, dont la plupart sont enclavés dans les villes adjacentes, limitant ainsi la réserve foncière, dédiée à leur développement, et handicapés par leur configuration technique, qui ne permettent pas de recevoir des navires de grande taille et d'installer des équipements de manutention modernes et performants. En attendant les résultats de l'étude du plan directeur des ports 2020-2040, qui aura pour finalité la définition d'un programme d'investissement dans les ports de commerce à l'horizon 2040. L'OMMP a arrêté un programme ayant pour objectif le développement et l'optimisation de l'infrastructure portuaire. Ainsi, le volet optimisation de l'infrastructure, un programme est en cours d'exécution, portant essentiellement sur le réaménagement et l'extension des terre-pleins des ports, la remise en état des quais, entretien des équipements des quais, acquisition des nouvelles unités flottantes, notamment des vedettes et des remorqueurs, travaux de dragage et maintien des fonds. D'autre part, un intérêt particulier est accordé au développement de l'infrastructure portuaire en partenariat public-privé par la réalisation des projets suivants. Les quais 8 et 9 au port de Radès, dont la mise en exploitation est prévue pour la fin de l'année 2021 et qui consiste au prolongement du quai numéro 7, permettant d'avoir un linéaire de quai total de 680 mètres et un tirant d'eau de 11 mètres. Les objectifs de ce projet sont la séparation des deux flux de trafic et créer 2 terminaux, un pour les unités roulantes et le deuxième pour les conteneurs. Augmentation des capacités de stockage de 300% et les rendements par jour et par poste à quai de 120 conteneurs à 1200 et permettre au port conteneur feeders de 2000 EVP, 1000 EVP actuellement, d'accoster au port de Radès. En parallèle, le port de Radès sera doté de la première zone logistique portuaire qui sera réalisée sur 47 hectares, avec un coût global de 220 millions de dinars, sous forme d'une concession de type BOT dont la mise en exploitation est prévue en 2023. À la rive sud du port de Radès, de nouveaux quais spécialisés seront réalisés. Un quai d'une longueur de 180 mètres et de 11 mètres de profondeur, dédié aux vracs solides et marchandises générales et qui sera réalisé en 2021. Un quai d'une longueur de 200 mètres et de 11 mètres de profondeur dédié aux vracs solides alimentaires.
et qui sera réalisé en BOT en 2020. Pour le port de Bizerte, 2 projets sont identifiés, dont le premier est la réalisation d'un terminal RoPax à la rive sud du port de Bizerte. Sur le consiste à la réalisation d'un terminal pour les vracs solides. Sur le site du baie de Sabra, avec la construction d'un ou plusieurs quais et l'aménagement de 13 hectares de terre-plein. Après l'entrée en exploitation du port Mfida, rive nord du port de Sousse sera dédiée au développement d'un terminal croisiériste et dont les études de faisabilité seront réalisées en 2020. Le programme de développement du port de Sfax porte essentiellement sur la réservation de la rive sud pour les trafics des conteneurs et des unités roulantes et la reconversion de l'ex-zone pétrolière à un terminal passager et croisiériste et la délocalisation des navires de la Marine nationale après l'aménagement d'un bassin spécial à l'avant du port. Pour le port de Gabès, 2 nouveaux quais seront réalisés, un quai pour les navires gaziers et un autre quai pour le trafic des vracs solides d'une longueur de 200 mètres et une profondeur de 12,5 mètres. Pour le port de Zarzis, et afin d'améliorer les conditions des réceptions des navires passagers, l'OMP est en cours de réalisation des travaux de construction d'une seconde gare maritime qui sera inaugurée pour la saison estivale 2019. Concernant le volet optimisation de la gestion portuaire, où une attention particulière est apportée au port de Rades par la réalisation d'un programme d'investissement composé essentiellement par l'acquisition et mise en exploitation de nouveaux équipements d'exploitation portuaire, RTG, mise en place d'un système intégré de gestion du terminal, TOS, Terminal Operating System, et Gate Control System, l'achèvement des différentes étapes de l'alias de transport et dématérialisation totale des documents, des échanges des données à l'export à l'instar de celle de l'import et sa généralisation aux autres ports. Acquisition et installation d'un système de contrôle électronique des accès des personnes physiques et d'un système de vidéosurveillance. En dépit de tous les projets précédemment mentionnés, l'optimisation de l'infrastructure portuaire, la construction d'un port en eau profonde de 3e génération avec des profondeurs et des installations portuaires adaptées au mode de transport actuel est une nécessité pour assurer la pérennité économique de notre pays. Le port landlord d'Mfida est un port artificiel de transbordement à toucher direct. C'est un port de 3e génération, totalisant une longueur de quai de 2400 mètres et de 134 hectares de terre-plein pour le terminal à conteneurs de 1400 mètres linéaires de longueur de quai pour le terminal polyvalent, pour un coût global de 1189 millions de dollars. La réalisation et le développement de ce port est confié à la société Port Mfida, récemment créée. Je salue au passage tous ceux qui nous suivent aussi de l'Angola et du Sénégal. Nous allons accueillir M. Hichem Nawar, directeur des systèmes d'information de l'Office de la Marine nationale et des ports de Tunisie. Monsieur Hichem, quelles sont les composantes de la plateforme communautaire portuaire? Quel est l'état d'avancement de la digitalisation au sein de l'Office de la Marine nationale et des ports de Tunisie? Et quelle est la démarche à suivre pour la digitalisation portuaire et les prérequis d'adhésion au système? Monsieur Nawar, à vous la parole. Merci. Bonjour, chers collègues. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai préparé 2 présentations. L'une qui parle des 3 projets de digitalisation au niveau de l'OMP. Et l'autre parle du parcours de l'OMP dans la digitalisation et le projet Lias Transport en général. Donc, on va commencer par la présentation de la digitalisation que vous venez d'afficher. Donc, pour cela, on commence.
Donc, comme introduction, on va dire que, donc on passe à l'introduction, on va dire que le transport maritime est caractérisé par un nombre important d'intervenants, c'est un constat, ce qui induit automatiquement, par conséquent, un nombre important d'échanges de commentaires. Digitaliser ces échanges permet de simplifier la collaboration en augmentant la productivité et en minimisant les coûts de transit de la marchandise par les ports. Mais en contrepartie, ça demande des investissements parfois lourds, mais justifiés dans les outils de gestion électronique, de plateformes, de communication, etc. Et une organisation, une mise à niveau au niveau organisationnel du travail pour garantir, pour assurer la collaboration et le travail en temps libre. Donc, on passe au slide suivant. Généralement, on constate que la marchandise, pour arriver au port destination, elle passe par plusieurs étapes. L'avant-port, on trouve une usine de production dans laquelle on confectionne la marchandise. Et puis, ça passe par des pré-acheminements vers les points de distribution et de stockage. Et puis, la marchandise, elle est stockée dans des entrepôts logistiques en vue de l'opération de transport ou de leur distribution. Sans oublier qu'il y a beaucoup d'institutions, de banques, des agences de contrôle, etc., qui vont intervenir dans tous ces étapes. Une fois la marchandise, on passe à la suivante. Donc, au niveau du port, ça commence par des autorités de contrôle pour valider la marchandise qui entre au port. Est-ce qu'elle est en règle du point de vue sanitaire, du point de vue réglementation, etc. Et puis, il y a des opérations de chargement dans le navire, selon le plan de chargement qui est communiqué par le consignataire du navire. Et puis, le départ du navire vers le premier port de destination. Une fois le navire en passe, donc on passe au suivant. Donc, une fois le navire arrive au port de destination, on constate deux prestations différentes. Des prestations pour le navire lui-même. La capitainerie du port étudie l'annonce de ce navire, valide cette annonce selon les caractéristiques du navire, selon la cargaison, et lui attribue un numéro escale. Il y a des prestations de pilotage, de remorquage et d'autres services. Donc, tous ces services et toutes ces prestations, normalement, demandent des communications, demandent d'échange de données, d'échange de documents, et plusieurs acteurs y entrent en jeu. Donc, on passe maintenant aux prestations qui sont relatives aux marchandises. Donc, le slide suivant. Les marchandises vont être déchargées selon un ordre bien déterminé indiqué dans le plan de charge. Il y a aussi des opérations de contrôle, vérification de la conformité selon la documentation, la nature et le poids et les documents communiqués à la douane, via les phytosanitaires, etc. Et puis, si tout marche bien, tout est en règle, on a la sortie de la marchandise. Donc, on passe au suivant. Une fois la marchandise est sortie du port, elle est destinée
aux entrepôts de logistique, des dépôts en douane. L'opération de dépotage se fait au niveau de ces entrepôts. Il y a aussi de la logistique pour acheminer les marchandises vers le client final ou bien vers l'usine de consommation de cette marchandise. Donc, on passe au suivant. Donc, généralement, on a vu beaucoup d'intervenants, beaucoup d'étapes dès le départ, le port de provenance jusqu'à le port d'arrivée. Donc, dans le port, on trouve plusieurs acteurs, comme vous voyez dans ce slide. On trouve le conseil du navire, la douane, l'autorité portuaire, le manutentionnaire, les clients, et les entrepôts sous douane. Ces échanges, ils sont caractérisés par une complexité. Les échanges, ils sont bilatéraux, de client à administration ou bien d'administration à administration. Avant, il y a absence de standards et de référentiels unifiés. Chacun codifie sa marchandise à sa façon. Les navires ne sont pas codifiés, ou bien on trouve plusieurs redondants, ou bien ça veut dire que ce n'était pas rigoureux, puisqu'on n'utilisait pas un référentiel unique. Une copie du même document doit être livrée pour chaque acteur afin d'assurer sa transaction commerciale ou procédure. Donc, les clients, ils doivent se présenter à la douane, à l'autorité portuaire, l'entrepreneur de manutention, le consignateur de navire. Le même document, il est échangé plusieurs fois entre les différents acteurs et chacun valide son travail à part. Le slide suivant. Après. Monsieur Anawa. Oui. Oui, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste juste 2 minutes pour conclure. D'accord, on va plus vite alors. Ok, merci. D'accord. Le suivant. Donc, le suivant, c'est la mise en place des plateformes communautaires qui peuvent être des guichets uniques virtuels ou bien des portes community systems qui ont l'avantage d'échanger, de simplifier les échanges, et ce sont des échanges préétablis, s'appuient sur les standards, pas de documents échangés, seulement des échanges des flux de données, sauf pour le décisionnel où l'exploitant entre en jeu. On a un gain de temps et d'argent, puisque l'information communique rapidement, minimisation des coûts, puisque la marchandise transite rapidement des ports. La suivante. Suivant. Donc, les composantes de la plateforme communautaire peuvent être de type système communautaire portuaire ou guichet unique virtuel. Typologie de plateforme peut être centralisée, SaaS ou décentralisée, sous forme d'hybride de sous-systèmes privés interconnectés. La plateforme doit exploiter des nomenclatures standards, comme on a dit. Il faut identifier tous les acteurs, tous les échanges, et associer chaque échange à un message électronique. Suivant. Donc, il faut la démarche à suivre, il faut étudier. Voilà. Alors, il faut étudier la situation des différents acteurs du point de vue système d'information. Est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce qu'ils sont outillés? Ils sont matures ou pas? Il faut les doter de différents acteurs par une application ou par un accès au système. L'accès doit être sécurisé. Il supporte la signature électronique de préférence. La relation entre les différents acteurs doit être simple, connue
Le travail devient collaboratif et la valeur ajoutée, elle est ressentie. Abolition du papier et substitution par des messages électroniques, pas de récédie. Chaque acteur, il intervient sur l'information, il ajoute ses données propres à la situation, propres à son traitement. Donc, le suivant. Donc, ici, les étapes qu'il faut suivre, ça veut dire qu'il faut identifier les échanges, il faut savoir quels sont les acteurs, comment l'information circule d'un acteur à un autre. Suivant. Donc, c'est l'étape de mise en place. Ici, maintenant, on parle de nouveaux chantiers portuaires. L'étape de mise en place de plateformes communautaires guichets virtuels ont déjà vu le jour dans la plupart des pays, dans le but d'augmenter la productivité et les gains économiques. Mais d'autres perspectives d'amélioration qui ont vu le jour et qui concernent la qualité de travail, la qualité technologique et environnementale, l'énergie renouvelable, beaucoup de directives qui nous mènent à parler des smart ports. Et suivant. Donc, plusieurs chantiers ont démarré dans le monde, surtout par les ports élites ou bien les grands ports internationaux et qui ont démarré des projets intelligents qui est relatif au smart port. On parle par exemple le port de Rotterdam avec la société IBM qui vont mettre en place un système pour la gestion portuaire très intelligent de façon à avancer ou à prédire même l'opération d'accostage. On avance. Donc, le port de Hambourg aussi, le port de Hambourg, le port de Singapour et le port de Sedan. En fin de compte, la digitalisation des transports est au cœur de la smart. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de chantiers qui ne se préoccupent pas sur l'échange de données maintenant, mais ils travaillent sur l'Internet des objets et ils travaillent sur des choses qui vont améliorer l'environnement et l'aspect écologique des ports et des ICT. Merci tout le monde. Monsieur Nawa, s'il vous plaît, oui. Vous avez dépassé le temps qui vous est accordé. Oui. Vous pouvez conclure en 30 minutes? J'ai 30 secondes, pardon. 30 secondes. Oui, le message est communiqué, donc 30 secondes. J'ai dit tout, juste, bon, la digitalisation, il faut toujours ne pas oublier qu'on doit servir les gens indépendamment de leur emplacement géographique et indépendamment du temps. Ça veut dire que tout le monde doit être connecté et le service est offert n'importe où. Merci, Monsieur Nawa, pour cette présentation. Bien. À la suite de Monsieur Hichem Nawa, nous allons accueillir Monsieur Kamim Nouira, directeur du port de Radès. Il nous fera dans un premier temps la présentation du port de Radès. Ensuite, il nous dira sur le plan opérationnel quelles sont les actions qui ont été menées pour la facilitation des procédures douanières et administratives. Puis, il va terminer son intervention en nous parlant du puits de l'usage de la digitalisation. Monsieur Nouira. Merci. Oui, donc merci Pascaline. Donc, mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous avoir avec nous dans cette conférence.
Donc, je tiens à remercier aussi donc, African Port Task Force qui nous a permis de cette occasion pour l'échange d'expériences. Donc, permettez-moi donc de présenter le port de Rades en quelques chiffres clés pour montrer l'importance du port de Rades dans l'économie nationale de la Tunisie. Et par la suite, donc, je vais présenter quelques actions menées par la communauté portuaire de Rades afin de faciliter les procédures relatives à la transit de marchandises via le port de Rades pour donc, améliorer donc, la rentabilité du port de Rades. Donc, on passe, on passe au slide suivant. En fait, donc, le port de Rades, c'est un port qui fait partie de la chaîne portuaire, donc de la Tunisie, dans la chaîne portuaire, et il est composé de deux terminaux, un terminal donc dédié aux conteneurs et donc les unités relantes, et un deuxième terminal vraquier donc dédié pour tous les vracs, multivracs et hydrocarbures. Donc, on passe donc, slide suivant. Quelques chiffres concernant l'OMP en tant que l'administration, donc l'autorité portuaire et maritime qui est mandatée par la gestion de tous les ports de commerce en Tunisie. En fait, donc les ports de commerce en Tunisie assurent l'accostage annuel de 4 780 navires à travers lequel on assure donc, le transit de 475 000 EVP de conteneurs et 148 000 unités roulantes, avec un tonnage global, toutes marchandises confondues, 28 millions de tonnes par an pour l'activité passager qui est assurée actuellement donc, à travers la gare maritime de Port de la Golette et récemment la gare maritime de Port de Zarzis. On assure donc et on accueille donc chaque année aux alentours de 733 000 passagers. Concernant l'activité croisiériste qui est assurée par le port de la Golette via donc, le terminal croisiériste qui a assuré donc, pour l'année de référence pour la Tunisie 1 million de croisiéristes et bien sûr on estime de franchir ce chiffre après la crise de Covid-19, Inch'Allah. Donc, on passe quelques chiffres donc, concernant le port de Rades. Bon, ça, c'est une vue réelle concernant donc, le port de Rades avec ses deux composantes. Le terminal à conteneurs qui est à gauche de 50 hectares, 7 postes avec un linéaire de 1100 mètres linéaires et une profondeur de moins 9 mètres qui lui permet de recevoir actuellement donc, des filières de 1000 EVP. Donc, c'est un port satellitaire en fait. Et le deuxième terminal donc, dédié pour le vraquier qui est donc, formé par 5 postes à quai spécialisés dans un linéaire de 950 mètres avec une profondeur de 10,5 mètres qui lui permettent bien sûr d'accepter des navires d'un tonnage de 30 000 tonnes. Donc, on passe dans quelques chiffres clés concernant le port de Rades. En fait, le terminal. Donc, le port de Rades, donc, il est étalé sur 350 hectares, comme on a donc présenté. Il est donc composé de deux terminaux, terminal à conteneurs et terminal à vraquier. Il est donc lié par un réseau routier ferroviaire très important, donc avec toutes les parties du pays. Ce port, il est extensible. L'OMP a planifié déjà l'ajout des postes à quai 8 et 9 pour former le nouveau terminal à conteneurs qui sera formé de 4 postes à quai, les postes 6, 7, 8, 9, avec des équipements adéquats pour le chargement et le déchargement des navires de porte-conteneurs qui arrivent jusqu'au 2000 EVP avec donc des équipements en arrière, en RTG et un système TOS. Aussi, il est extensible au niveau de terre-plein à l'extérieur de port de l'enceinte portuaire, moyennant l'aménagement d'une nouvelle zone logistique étalée sur 50 hectares en partenariat public-privé, donc en PPP,
qui vise bien sûr à améliorer les rendements et les services au niveau de port de Rades. Donc, slide suivant. Donc, quelques chiffres concernant donc, le port de Rades, le terminal donc, conteneur et unité relance. En fait, on accepte donc, chaque année aux alentours de 1130 navires par an. Laconie, donc c'est la société tunisienne de manutention et d'accounage, la STAP, c'est un laconnier public. Via le port, on assure le transit de 285 EVP chaque année, ce qui représente à peu près 60% des trafics de conteneurs de la Tunisie, et on assure 110 000 unités roulantes aux alentours, qui représentent aux alentours de 78% des trafics nationaux. Pour les marchandises donc réalisées au niveau de terminal braqué, sous alentours de 3,9 millions de tonnes chaque année. Bon, ça, c'est l'image de configuration du terminal à conteneurs. En fait, donc, on passe. Donc, nos objectifs concernant le port de Rades, ce sont donc les objectifs et les mesures. C'est la réduction des coûts de passage des marchandises à travers donc, le port, l'amélioration et la compétitivité des ports et l'amélioration de la qualité de service portuaire. Bon, pour atteindre ces objectifs, bien évidemment, beaucoup des actions qui ont été menées pour faciliter les procédures et améliorer donc, le rendement et l'efficacité de port de Rades. S'il vous plaît, Pascaline, en passe. Bien sûr, c'est la première action et l'action la plus importante, c'est la dématérialisation des procédures relatives au transit de marchandises via les ports, moyennant la création de la plateforme TTN dans laquelle tous les opérateurs ils sont connectés maintenant, les agents maritimes, la douane, l'OMP, bien sûr, tous les opérateurs, les clients, ils sont connectés avec la TTN. Donc, c'est dans l'objectif, c'est fondamental et donc dématérialiser les procédures, assurer zéro papier, zéro contact. Donc, bien sûr, c'est depuis la dépose de déclaration de préavis des navires jusqu'à l'enlèvement de la marchandise. La deuxième, bien sûr, action qui a été menée par l'autorité portuaire, c'est la création d'un guichet unique. En fait, c'est un bâtiment qui regroupant toutes les administrations qui sont en relation avec les opérations commerciales à l'intérieur de l'enceinte portuaire. À savoir l'OMP, la STAM, la douane, donc l'office de commerce, donc le phytosanitaire, les services sanitaires et aussi l'agence de transport terrestre. Donc c'est dans un but où tout client n'est pas donc obligé de perdre beaucoup de temps, et il a la possibilité d'avoir toutes les opérations dans un seul endroit. Donc, ça facilite beaucoup les procédures d'enlèvement des marchandises traversant le port. Aussi, donc, une meilleure gestion donc, des opérations portuaires de manutention aussi nécessite une vision claire du flux d'informations et des échanges de données informatisés, donc chose pour laquelle la STAM aussi, Laconie, a réalisé et a engagé donc, des investissements très importants concernant donc, la gestion électronique des flux à l'entrée comme à la sortie des ports, via l'installation des smart gates, donc pour les échanges électroniques et pour la gestion des flux d'entrée et de sortie de conteneurs via les portails de ports, l'installation des grilles portiques, les RTG aussi, et le système de gestion du terminal, le Terminal Operating System, qui est en train de procéder procédures d'essai, et on espère l'avoir bien donc, opérationnel vers la fin de l'année 2020.
Aussi, le bureau de la douane aussi, donc c'est un bureau qui est adapté aux structures de port de Rades et au volume. Donc, Monsieur Kamil Nouira. Pascaline. Donc, je viens de terminer. Oui. Voilà, donc juste concernant donc, le contrat opératif, donc le contrat des opérateurs économiques agréés, c'est un contrat très important donc, qui a fait l'administration de la douane. En fait, c'est un contrat de confiance avec les opérateurs qui aident donc permettre à ces opérateurs de bénéficier des avantages, d'accélérer le rythme donc des transits de leurs marchandises, donc de faciliter leur procédure par moyennant le passage par le couloir vert. Aussi, donc la douane il travaille beaucoup sur le temps moyen de douanement. Actuellement, c'est 0,6 jours. C'est un indicateur très, très important aussi pour les opérations, pour avoir une idée concernant la facilitation des procédures de douanement à l'intérieur de port de Rades. Une dernière donc, action qui a été menée par toutes les parties prenantes au niveau des opérations de port de Rades, c'est la séparation de flux, comme vous le voyez maintenant sur ce plan. C'est le nouveau port, donc les perspectives du port de Rades. Cette nouvelle configuration de port de Rades prévoit la séparation de deux flux, donc relatif au trafic routier et au trafic conteneurisé. Donc, c'est toujours dans un but d'assurer l'objectif de modernisation de port par sa fonction, c'est de port de vitesse et port de transit. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Monsieur Nouira. Je tiens à souligner que si vous avez des questions, veuillez bien les poser à travers le chat. Alors, quelles sont les fonctions dont dispose le guichet unique du commerce extérieur tunisien et quels sont les futurs projets? C'est ce que va aborder M. Hichem Melichak, directeur du développement et des nouveaux projets de la Tunisie TradeNet. Nous l'écoutons. Bonjour. Merci Pascaline. Bonjour tout le monde. Merci à la APTF pour cette invitation, ainsi que nos chers collaborateurs de l'OMAP. Bonjour tout le monde, bonjour les panélistes, bonjour je salue aussi nos amis de l'OMAP et je salue aussi les audiences de tous les pays et notamment des pays africains. Donc, je vais essayer de vous présenter c'est quoi le guichet unique, une petite introduction. Par la suite, quelles sont les fonctionnalités qui existent actuellement et est-ce que vous voyez la présentation ou non? Oui, c'est clair. C'est affiché? Oui, c'est bon, monsieur. Ok, donc je vais présenter TTN. Par la suite, je vais enchaîner par les fonctionnalités existantes et les fonctionnalités, les perspectives, c'est-à-dire les fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, le guichet unique électronique de commerce extérieur et de transport, bien sûr, on a commencé par le transport maritime et on va voir par la suite quelles sont les nouveautés. Donc, c'est une société qui est créée en février 2000. En fait, on a 20 ans depuis la création de TTN, un capital de 2 millions de dinars avec la participation des publics et des privés. C'est un projet TTP. Donc, la mission de TTN, c'était la simplification et la dématérialisation des formalités de commerce extérieur et de transport. Elle a une deuxième mission depuis 2016, avec la loi de finances de 2016, c'est la gestion de la plateforme El Fatura, c'est-à-dire la facture électronique. Les domaines d'activité de TTN, c'est la gestion des deux plateformes. Voilà. Et l'assistance de nos chers clients, bien sûr, avec les formations ou bien par la mise en place des systèmes d'information. Donc, on fournit des assistances de maîtrise d'ouvrage.
Donc, je passe à diapo 3. Donc, comme vous voyez ici, Tunisie Tradenet, elle est au centre. Elle est conçue pour que l'opérateur économique se trouve devant un seul guichet unique électronique virtuel pour contacter toutes les administrations et tous les organismes, soit les banques, la douane, les transitaires, les autorités portuaires, les autorités d'avis technique, les ministères, tout le monde est connecté à TTN. Donc, pour arriver à cette connexion, je passe au diapo 4. Une plateforme a été mise en place. Donc, bien sûr, toute la plateforme, elle est connectée, elle est accessible de tous les territoires tunisiens. Elle est accessible aussi à l'international, moyennant le VPN, car TTN est un réseau virtuel fermé et elle est accessible à VPN. Donc, le diapo suivant. Oui. Donc, il s'agit d'une plateforme centralisée. C'est un système de workflow qui est créé par plusieurs applications. On dit des applications satellites. Il y a des applications pour les transitaires, il y a des applications pour les transporteurs maritimes, les conciliateurs de navires comme TTN Shipping. Il y a aussi des applications pour les banques, et pour faire les titres de commerce extérieur, pour l'échange de devises. Il y a aussi des applications web pour ceux qui n'ont pas un système d'information. Ils peuvent connecter sur TTN via une application web. On a aussi des interconnexions avec d'autres plateformes, comme la plateforme MJI, pour faire des transferts comme le cas de VNS, pour envoyer les déclarations sommaires. On a aussi des interconnexions avec d'autres plateformes de tracking des conteneurs. Donc, la plateforme elle est conçue pour interconnecter tous les intervenants dans le commerce extérieur et le transport, ainsi que pour interconnecter avec les autres plateformes similaires. Donc, si vous voulez, on passe au 6e diapo. Monsieur Benichak, excusez-moi, mais il vous reste 3 minutes. OK. Donc, comme vous voyez ici, donc, il y a un ensemble de formalités il y a une intégration entre ces formalités, car on a 2 liasses au niveau de la plateforme. La liasse unique qui se compose des titres de commerce, de la déclaration des marchandises et des contrôles techniques, et la liasse transport qui est composée des formalités de transport maritime. Donc, ces formalités-là, il y a une interaction entre eux. Donc, on commence par les préavis d'arrivée des marchandises, les déclarations anticipées, et on peut faire des déclarations anticipées à base de ces préavis d'arrivée des marchandises. On a aussi, après la validation du manifeste qui fait partie de la liasse transport, on peut passer à la déclaration détaillée des marchandises au niveau de la douane. Donc, comme vous voyez ici, il y a plusieurs formalités qui sont intègrent entre eux, complémentaires, et qui peuvent faire toutes les formalités de commerce extérieur. Bien sûr, il y a d'autres formalités qui sont en cours de réalisation. C'est ce qu'on va voir dans les diapos suivants. Donc, actuellement, le diapo suivant, actuellement, on a côté liasse unique, on a le titre de commerce extérieur, qui est un titre pour l'autorisation d'avoir le taux d'échange et pour faire l'échange de devises. Il y a les déclarations en détail des marchandises. Il y a aussi le document de contrôle technique, le certificat de conformité à l'export, l'obligation cautionnée, c'est un mode de paiement qui est dématérialisé. Tous ces documents-là sont dématérialisés et signés, la plupart est signé électroniquement. Côté liasse transport, il y a le préavis et l'arrivée de marchandises, rendez-vous d'enlèvement, manifeste d'apport. Il y a plusieurs services qui sont déjà là. Le manifeste import, il
Il y a aussi le manifeste sport qui vient d'être mis en place, une première version qui est en cours d'amélioration actuellement. Et bientôt, on va mettre en place la deuxième version d'ici fin d'année ou début de l'année. Donc, bien sûr, ces formalités, certaines formalités qui nécessitent une décision ou une confirmation, ils sont signés électroniquement, qui est reconnu à l'échelle nationale depuis l'an 2000. Pour les formalités qui sont en cours et pour les formalités à digitaliser prochainement, si vous permettez, on passe le diapo suivant. Donc voilà, on travaille actuellement sur des formalités de paiement électronique, comme le virement électronique des gros montants. C'est-à-dire, on va faire des solutions pour faire des virements électroniques automatisés, signés électroniquement pour les gros montants. Le cautionnement bancaire, un autre mode de paiement sur lequel on est en train de travailler. On travaille aussi sur le certificat de circulation, comme l'Euromed et l'Euro 1. On travaille aussi sur les rapatriements et le règlement pour finaliser la chaîne ou le devis d'un titre de commerce extérieur. On travaille aussi sur les privilèges fiscaux offerts pour les opérateurs économiques. Toutes ces formalités-là sont en stade bien avancé et nous espérons les mettre en exploitation au cours de l'année prochaine. Donc, côté Lias Transport, on est en train de travailler sur la généralisation des formalités de l'Alias Transport. Certains sont généralisés sur tous les ports de la Tunisie, d'autres pas encore. On est en train de travailler sur la généralisation et bien sûr, on va passer à la digitalisation de l'Alias Transport aérien, c'est-à-dire tout ce qui est de transport aérien pour compléter l'Alias Transport. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'étais pas un peu. J'espère que j'ai attiré votre attention. Oui, nous remercions M. Benichar pour cette belle présentation. Nous sommes au dernier intervenant de notre liste, M. Ahmed Loukili. Il est docteur-chercheur dans le domaine de l'optimisation des performances logistiques et des politiques stratégies intelligentes. Monsieur Loukili, quel est le rôle de la digitalisation pour le développement des activités portuaires? Parlez-nous de l'expérience africaine par rapport à la transformation digitale et l'utilisation des nouvelles technologies. Et pour finir, quels sont les prérequis pour le succès? Merci. Merci beaucoup, Madame Pascaline. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'écoutez bien. Oui. Alors, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être parmi un panel aussi relevé. Alors, d'abord, pour répondre à la première question, j'aimerais bien rappeler une chose, c'est que les ports de commerce, ils se livrent à une compétition féroce. Ça a été dit plusieurs fois par la CNUSET, les investissements dans le domaine portuaire sont trop coûteux et la technologie non utilisée devient un désavantage. Alors, pour rester compétitif, l'intégration des intelligences dans le fonctionnement et le management portuaire, elle est nécessaire. Parmi ces intelligences, il y a, comme vous avez dit, le niveau de digitalisation et de numérisation des processus. Certains gestionnaires des ports ont mis même des stratégies numériques pour justement faire face à cette férocité au niveau international et aux contraintes liées à la congestion du trafic, à l'évolution économique et stratégique des navires et des marchandises, et aussi, il ne faut pas oublier la force des réseaux des armateurs et des chargeurs. Sans oublier que cette intelligence, elle contribue au respect des règles d'investissement dans le domaine portuaire qui demeure très élevé et il permet aussi plus d'agilité. Sur le terrain, nombreux ports africains qui ont connu durant ces dernières années une progression importante, qui dépasse parfois les 100%, ont mis en place des stratégies numériques.
Et je peux dire qu'une conscience à l'apport de la digitalisation est développée dans le management des ports d'Afrique, mais malheureusement, cette conscience n'est pas généralisée. Aussi, ça a été rappelé par Sibnis, Covid-19 a aussi joué son rôle pour montrer l'importance de la digitalisation sur la quantité de services au niveau portuaire. Pour la question d'expérience africaine par rapport à la transformation digitale, directement, je vous dirais qu'il est en retard. Contrairement à la digitalisation, transformation digitale, on est en retard. Mais vous savez, madame, le continent est connu par sa lenteur. Il arrive doucement, mais sûrement. Je donne l'exemple, le code SPS. Le code SPS qui a été lancé en juillet 2004. Les ports marocains, ils ont été certifiés en août 2004 avec un mois de retard. Certains ports d'Afrique, ils ont mis des années pour être certifiés. Mais processus de traitement des documents liés incomparable à la situation il y a quelques années, ce qui prouve que l'Afrique, elle bouge sûrement, mais elle doit améliorer sa vitesse et réduire ses dépendances pour mieux gérer ses vulnérabilités. L'Afrique devrait s'intéresser certes à la transformation digitale, mais les gestionnaires du port devront s'intéresser aussi à tous les programmes qui rendent les informations fiables et décisions efficaces. Et concernant la troisième question, il faut rappeler que le domaine portuaire il est complexe. Pourquoi complexe? Parce que nous avons beaucoup de parties prenantes. Et la meilleure solution pour moi, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore un port intelligent en Afrique, n'est-ce pas? Mais nous avons beaucoup d'intelligences qui sont développées en Afrique. Ces intelligences auront plus d'impact sur le succès si des prérequis sont disposés, qui vont permettre une meilleure ouverture sur l'intelligence. Alors, ces prérequis, moi, je les cite en quatre. Premier, la maîtrise de décision. Il ne suffit plus de prendre une décision. Il faudrait maîtriser cet aspect par une mesure systématique de chaque décision prise, suivie d'une analyse des écarts entre les résultats obtenus et ceux espérés. Les écarts constatés, madame, devraient pousser vers une révision systématique de la gestion de prise de décision. Le deuxième point, la maîtrise des objectifs, avec un bon management des priorités. C'est difficile de parler de concurrence entre ports dans un continent qui traite 6% du trafic mondial. Il faudrait que la priorité soit mesurée par les indicateurs pour maîtriser les objectifs et opter pour une coopération étroite afin d'abord d'augmenter le trafic à l'instar de ce qui se fait ailleurs. Et troisième point, la maîtrise du pouvoir, qui n'est pas malheureusement bien géré dans notre continent, car il est plus objectif qu'outil de développement. Et le quatrième point, ça a été recommandé plusieurs fois par la CNUSED dans le dernier rapport de 2017, et M. Dominique peut le confirmer, c'est l'analyse des résultats, madame. Il faut éviter d'orienter l'analyse des résultats vers des justifications d'erreurs. L'analyse, il permet de corriger ou d'améliorer les actions entreprises et non de les défendre. Et si vous permettez, madame, j'ai préparé des recommandations. J'ai encore le temps. Alors, 10 recommandations. Le premier, il faut partager les bonnes pratiques de chaque port. Nous avons des bonnes pratiques dans chaque port qui doivent être partagées dans tous les ports d'Afrique. Deuxième point, il faut harmoniser les exigences portuaires. Il faut harmoniser les simplifications des procédures. Pourquoi pas organiser des assises africaines pour le management portuaire pour étudier les moyens de collaboration, coordination et coopération entre gestionnaires des ports. Faire des benchmarking entre les terminaux portuaires qui font le même trafic, ça a été recommandé par la CNUSED. Ceci pourrait augmenter le trafic portuaire traité dans notre continent et optimiser les coûts portuaires de passage des marchandises et des navires. Je rappelle, le continent africain, il traite 6% du trafic mondial. Créer un réseau africain des gestionnaires des ports, à l'instar des réseaux des chargeurs et des armateurs. Il faut, madame, formaliser la communauté portuaire en Afrique. C'est ça qui a fait la force des ports asiatiques. Et une fois qu'on aura formalisé tous les comités portuaires en Afrique, on pourrait même penser à créer un groupement des comités portuaires africains. 8e point, créer une association africaine des guichets uniques. 9e point, s'intéresser plus à la veille stratégique, à la veille juridique pour mieux gérer l'évolution.
Et dernier point, il faut s'intéresser plus aux PMS, aux ERP et opter pour un travail en partenariat avec des organismes spécialisés dans le management portuaire, la veille stratégique et la recherche scientifique. Et je vais terminer par une petite citation que j'ai préparée pour ce webinaire pour dire, madame, l'intelligence augmente la fiabilité développe la confiance et la confiance génère le succès. Et merci pour vous. Merci, cher docteur Lukili. Avant d'aborder les questions-réponses, chaque panéliste aura 1 minute 30 secondes, à commencer par M. Dominique Chantrel pour conclure. Merci Pascaline. Merci Monsieur Lukili pour toutes les références que vous faites au travail de la CNUSED. Juste pour vous dire, nous, on accompagne les ports, on n'est pas dans le développement des ressources humaines, dans la compréhension de ce qui se passe dans le monde et dans la possibilité d'évaluer le plus précisément possible comment le port se situe par rapport aux autres. Effectivement, on est dans un monde de concurrence et dès que le port peut mettre en valeur ses compétences ou des facilités qu'il est en train de mettre en place, ça peut attirer des nouveaux trafics ou des nouvelles compagnies maritimes. Voilà, merci beaucoup Pascal. Je vous en prie. Monsieur Karim Nouya. Donc, merci Pascaline. En fait, je viens de, donc, peut-être, je vois qu'un pilotage de haut niveau des efforts de réforme orienté vers une meilleure coordination entre les parties prenantes des opérations portuaires et des douanements s'avère donc essentiel afin de surmonter les défis économiques et sociaux actuels. Donc, je vous remercie et je remercie de nouveau donc, African Port Force et je vous remercie, Madame Pascaline. Monsieur Hichem Nawar. Donc, pour conclure, moi, je dis toujours, digitaliser les ports, c'est important, mais organiser le travail, collaborer, c'est plus important que digitaliser. Merci. Monsieur Hichem Benichak. Voilà, je rejoins M. Hichem Nawal. C'est bien la digitalisation, mais toujours, il faut il faut faire un travail avant, c'est bien organiser, bien simplifier les procédures avant de les mettre en exploitation, avant de les digitaliser pour ne pas créer des difficultés à cause de la digitalisation. Voilà, merci. OK. Merci beaucoup, Monsieur Hichem Benichak. Nous allons donc passer aux questions-réponses. Nous avons une question de Monsieur. Rapidement. Pascaline avait vu les contraintes de temps, donc on n'aura pas la possibilité de traiter toutes les questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de peut-être traiter celles qui n'ont pas été déjà abordées par les intervenants. Et donc, il y avait d'ailleurs une question qui était adressée directement à l'African Port Task Force et qui concernait les travaux et programmes qui sont aujourd'hui mis à la disposition des communautés portuaires africaines. Et donc, je me fais fort de répondre à cette question. Aujourd'hui, l'initiative de l'African Port Task Force émane d'un constat, qui est celui de vouloir tout simplement créer un espace collaboratif entre les membres de la communauté portuaire africaine. Et il y a bien évidemment des défis majeurs.
Et donc, aujourd'hui, notre action s'inscrit dans l'échange d'expertise, le partage, donner accès à ce réseau d'experts et à ce réseau d'affaires internationaux. Mais il y a effectivement un programme avec un certain nombre d'actions qui sont prévues pour l'année 2021. Et une des principales actions sur lesquelles nous allons simplement nous investir encore plus, c'est de soutenir cet effort de digitalisation au niveau des communautés portuaires africaines. Et donc, rendez-vous très rapidement, donc, au courant du mois de novembre. Donc, nous aurons l'occasion de le présenter lors du African Port Forum qui se tiendra à Djibouti et pendant lequel l'African Port Task Force va aussi partager avec l'ensemble de la communauté portuaire africaine son plan d'action pour l'année prochaine et surtout qu'est-ce qui est prévu en matière de digitalisation et quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait tout simplement emprunter au niveau continental. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions que tu souhaiterais qu'on traite, Pascaline? Oui, il y a M. Zakaria Neshi qui a demandé pour l'harmonisation de systèmes informatiques de tous les partenaires, est-il nécessaire d'avoir les mêmes outils et logiciels pour tout le monde ou on peut interagir différemment? Je pense que c'est une question qui est adressée directement à M. Nawar, je pense. Hein. Oui. C'est la question pour le technicien. Monsieur Nawar, je vous en prie. Oui, donc l'harmonisation des systèmes informatiques de tous les partenaires, est-il nécessaire d'avoir le même outil et les mêmes outils logiciels pour tout le monde où on peut interagir différemment? On peut interagir différemment parce qu'on peut passer. C'est la démocratie, donc tout le monde peut se préparer, élaborer leur système d'information parce que tout le monde n'a pas le même rythme de développement, la même autonomie pour développer. En fin de compte, on va trouver un hybride de développement. Chacun a son propre système d'information. Il faut penser alors à interagir ces systèmes via des informalismes convenus entre tout le monde. Si possible, est-ce que je peux ajouter quelque chose concernant la même question? Oui, oui, allez-y. Voilà, bien sûr, la réponse est non. Car comme vous voyez, le fichier unique TTN, il arrive à interconnecter tous les systèmes d'information, soit le système douanier, soit le système de l'OMP, des banquiers. Donc, ce sont tous des systèmes hétérogènes, mais il y a des moyens techniques pour arriver à interconnecter et réussir la communication entre ces systèmes pour arriver à faire l'automatisation et la digitalisation d'une formalité, toute formalité qui est nécessaire pour soit le commerce extérieur ou les formalités de liasse transport. Okay. Merci, Monsieur Benichak. Malheureusement, nous avons dépassé le temps. Oui, donc Pascaline, je pense qu'on peut passer au mot de la fin et à la conclusion. Oui. Donc, en tout cas, je te remercie vivement pour ce grand travail de modératrice. Je pense que les intervenants ainsi que les participants donc partagent le même avis. Tu as été excellente et brillante comme d'habitude. J'en profite aussi pour remercier le président de l'OMMP qui nous a honorés avec son discours d'ouverture et surtout son investissement au sein de la Task Force portuaire africaine. Monsieur Dominique Chantrel, merci beaucoup pour vos éclairages, pour votre vision par rapport aux éléments les éléments pertinents que vous allez partager avec nous. Mes frères tunisiens, vous avez été
très constructif dans la description des différents enjeux et surtout par rapport à tous les dispositifs qui sont aujourd'hui mis en place dans les ports tunisiens. On peut en être fier. Monsieur Hicham Bencheikh, vous avez aussi pointé du doigt des choses très importantes en matière de développement de guichets uniques et surtout des problématiques qui sont liées aux interactions avec les différents intervenants. Ce fut très pertinent et je vous remercie beaucoup. Je n'oublierai sans doute pas la dernière intervention de M. Lokili. Professeur Lokili nous a un peu mis en garde par rapport à des choses qui sont assez importantes. C'est des enjeux africains et je le rejoins parfaitement par rapport non seulement à ces recommandations, mais aussi par rapport à ce diagnostic. Effectivement, il y a pas mal de choses qui ont été faites, des avancées remarquables dans les différents ports africains, mais les enjeux sont de plus en plus importants. Les difficultés sont là, mais il va falloir tout simplement s'armer avec une vision très pragmatique, avec des plans d'action, avec des objectifs très concrets. Et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Le plus important aujourd'hui, c'est de bien définir ses besoins en matière de digitalisation, de créer ces liens de plus en plus renforcés avec les administrations de contrôle, la douane, les importateurs, exportateurs eux-mêmes, pour que tout le monde intègre aussi cette approche collaborative. En tout cas, les différents experts l'ont très bien développé dans leur intervention. En ce qui concerne l'African Port Task Force, comme je disais tout à l'heure, donc nous avons un rendez-vous très important qui est celui du 9-10 novembre à Djibouti, et bien évidemment nous serons en ligne pour couvrir cet événement qui est très important, qui va réunir pratiquement l'ensemble de la communauté portuaire autour des différentes thématiques. Pour notre part, nous allons mettre l'accent sur la digitalisation. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu majeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un défi qui nous attend, qui n'est pas des moindres, qui est celui de la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale. Et là, effectivement, on doit tous travailler main dans la main pour faciliter les procédures, pour développer le commerce intra-africain. Et c'est cette approche collaborative aujourd'hui que nous souhaitons promouvoir. Et je pense que nous, Africains, nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à nos moyens, nous pouvons faire confiance à nos talents, à nos femmes et hommes qui peuvent porter ces projets avec beaucoup de responsabilités. Et donc, je terminerai par remercier encore une fois mes frères tunisiens qui ont accueilli cet événement avec la chaleur tunisienne qui leur est connue. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le 9-10 novembre lors du Forum africain des ports. Merci à toutes et à tous. Une excellente journée à vous tous et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.